Bonjour à tous, et on va reprendre cet après-midi de journée les transports demain. Ce matin, nous avons parlé pas mal sur les aspects, je dirais, technologiques, ce qu'est l'hydrogène, les batteries, et ainsi de suite. Et cet après-midi, on va voir peut-être des approches totalement différentes, et qui est, je dirais, la spécificité d'avenir commun durable, c'est-à-dire traiter un problème selon différentes approches. Et cet après-midi, on va voir l'aspect historique, l'aspect juridique, l'aspect économique et même l'aspect urbain avec la ville de demain. D'où il y aura 5 exposés à ce sujet. Et le premier, c'est un exposé de Marc Vivaldi qui va, lui, nous dire tout l'aspect économique au niveau, finalement, du transport de demain. Et son titre est « Le carbone des transports, casse-tête économique ». D'où professeur Vivaldi est professeur à l'école de Toulouse, l'école économique de Toulouse, et a de nouvelles fonctions également à l'école des hautes études de sciences et sociales. D'où, monsieur Vivaldi, avec plaisir. Bon après-midi. Merci pour cette invitation aux organisateurs. Je suis très honoré de participer à ça. J'ai entendu beaucoup d'économies depuis ce matin. On a parlé de technologie, mais j'ai entendu beaucoup d'économies. Beaucoup d'économies d'énergie. C'est pas vraiment ma spécialité. Ce que je voulais dire, pour rebondir à ce que vous venez de dire, c'est que je crois que l'intérêt de ce colloque, c'est justement de faire parler les différentes sciences, parce que je pense que beaucoup des solutions sont à l'intersection de nos différentes disciplines, et j'évoquerai un thème certainement plus tard. Bon, l'économiste n'est pas celui qui est le plus rigolo. Il empêche de tourner en rond souvent. Et je vais essayer d'aborder un peu. Je vais revenir un petit peu en arrière. C'est quand même important de comprendre quels sont les éléments qui expliquent un peu notre situation et les contraintes économiques qu'il ne faut pas négliger, justement, si on veut introduire plus rapidement ou plus fortement les nouvelles technologies et les nouvelles innovations dont on a parlé ce matin. Alors, je ne reviens pas sur ces chiffres. Ma seule réflexion par rapport à ce matin, c'est que le vrai problème, c'est la voiture, et ce n'est pas l'avion. Alors, on parle beaucoup de l'avion. Alors, je le fais de façon provocative. Pour vous donner un exemple, on a décidé qu'il fallait enlever toutes les liaisons internes en France aériennes si il y avait un train qui pouvait le faire en moins de 2 heures et demie. Et dans le même temps, on a été incapable de changer la vitesse sur autoroute des voitures. Et ce qui montre qu'il y a un problème d'acceptabilité important dont on reparlera ensuite. Ce que je vois surtout, et je le dis, c'est important, c'est que la voiture va nécessiter, on l'a bien vu ce matin, énormément d'investissements, énormément de recherche. Or, on met l'accent sur l'avion. Or, l'avion, d'une certaine manière, depuis toujours, il a essayé de baisser son poids, et qu'il y a une force naturelle à baisser les coûts de l'avion et à baisser les coûts d'utilisation de l'énergie. Alors que dans la voiture, on a fait quasiment l'inverse. Donc, il faut faire attention dans ce débat à bien savoir que l'argent de la recherche doit d'abord porter sur la voiture. Bien entendu, on travaille sur les SAF, par exemple. C'est bon pour la voiture, c'est bon pour l'avion. Mais c'est très important que... Et je suis toulousain, donc je suis bien placé pour le savoir. Il ne faut pas que l'argent de la recherche soit capturé uniquement par le transport aérien.
il faut mettre le paquet sur la voiture. Donc, ça a été dit, l'enjeu est énorme, hein, puisque en France, on doit passer de 296 000, pratiquement 300 millions de tonnes de CO2 émis actuellement, et pour ce qu'on appelle la neutralité carbone, mais Marc Fontecave a l'air de dire que c'est pas ça qu'il faudrait avoir comme objectif. Ça voudrait dire 50 à l'horizon 2060, donc divisé par 6. Donc c'est beaucoup. Alors, j'aime pas beaucoup ce terme des fondamentaux, mais et je voudrais pas non plus faire un cours, mais je voudrais rappeler quelques éléments importants qui façonnent la demande de transport. D'abord, un besoin de mobilité, ça a été rappelé dans la table ronde tout à l'heure. On l'a vu cet été, les aéroports ont été pris d'assaut. Ils ont été pris d'assaut avec 2 ans de confinement plus ou moins permanent. La première des choses que les gens ont voulu faire, c'est voyager, et voyager pas nécessairement près de chez eux et loin. Même si je dirais l'immobilité, c'est-à-dire la mobilité par les méthodes de visioconférence ont pris une importance très grande. On voit que finalement le trafic aérien, en tout cas du point de vue aérien, pour des motifs loisirs, a quasiment récupéré ce qu'on avait avant la période de Covid. Et si sur la partie affaires, on n'a pas retrouvé les mêmes niveaux, on n'est pas très loin finalement. Donc on ne va pas pouvoir compter complètement sur une substitution du voyage vers les méthodes de mise en relation des individus au travers de systèmes de visioconférence. Le deuxième élément qui me paraît très important, qui est un petit peu plus complexe, c'est les rigidités qu'on a dans le choix des modes de transport. Alors ça se dit comme ça chez les économistes, la demande est inélastique à court terme et élastique à long terme. Ce qui se passe, c'est que quand vous devez vous déplacer, vous avez 2 décisions à prendre. La première, c'est de choisir un mode de transport et ensuite de choisir le nombre de déplacements. Et le nombre de déplacements dépend aussi de votre mode de transport. Mais ce mode, quand vous faites le choix du mode de transport, en général, vous payez un coût fixe. Vous payez votre PS Navigo annuel, ou vous achetez une voiture et vous avez un amortissement. Du coup, vous voulez, entre guillemets, amortir ce coût initial que vous avez. Et ce qui fait que, du coup, quand il y a une augmentation du prix de l'essence, eh bien, vous n'allez pas tout de suite passer au mode de transport public. Vous allez utiliser quand même votre voiture et donc vous allez aller râler et demander à ce que le prix baisse, le prix du carburant baisse. Donc il y a une adaptation et ce qu'il y a, c'est que souvent on s'est trompé dans beaucoup de calculs des choix d'infrastructures en pensant que en augmentant les prix des transports, on n'allait pas changer la demande de transport. Cette demande de transport peut changer, mais elle met du temps à changer. Alors effectivement, je prends un petit exemple. C'est lié, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et que aussi sur la composition la composition du ménage par rapport à l'achat
du mode de transport va jouer de façon importante, ou les motifs de loisirs. Si en fonction du budget, vous n'avez pas le budget pour acheter deux voitures, il y aura de fortes chances qu'actuellement, on aura plus d'incitation à acheter une voiture thermique parce que le motif loisir sera beaucoup plus important que le motif travail. Et donc, même si on a des petits véhicules électriques, on a vu qu'ils sont probablement les moins chers et les plus à même de se développer. Tout dépend des choix qui vont être faits dans les ménages. Et ces choses-là ne peuvent pas changer. Et du coup, l'importance de prendre en compte ces éléments. Le troisième élément, c'est la prédominance de la fréquence. La fréquence, je dis, c'est pas que le prix ne compte pas. Mais, et là je donne un élément d'évaluation, si vous doublez la fréquence sur une destination, ça correspond pour, par exemple, un voyage d'affaires à l'équivalent d'une baisse de 60% du prix du transport. Donc, la disponibilité du mode de transport a un effet considérable sur les choix du déplacement. Alors ensuite, ce qui compte, c'est pas la vitesse, mais c'est la vitesse économique. Alors ça, je le dis pour mes collègues ingénieurs. Il n'y a pas beaucoup de chances que Hyperloop, par exemple, marche. Je prends l'exemple sur ces valeurs. Concorde, ça coûtait à peu près en 2003, donc au moment où on l'arrête, grosso modo, 1 € du kilomètre. J'ai pris une valeur très forte d'un salaire de 60 € par heure. Ça fait quand même un sacré salaire moyen. Mais du coup, vous voyez qu'à ce salaire, ça correspond à ce qu'on appellerait une vitesse économique, l'équivalent de faire 60 km en 1 heure. À la même époque, un avion subsonique faisait le coût était 0,1 € du kilomètre. Donc avec le même salaire, vous pouviez faire 600 km. D'accord ? Et donc, ça, c'est un élément extrêmement important pour la détermination des choix technologiques. Alors, l'autre élément fondamental, et je ne pense pas que ça va changer en si peu de temps, c'est que la ville est la source principale du développement économique. Il y a ce débat permanent de savoir si c'est la route qui amène la production ou si c'est le marché qui fait la production. Est-ce que c'est parce qu'on a fait des routes pour aller au marché qu'on a de la production ou c'est le marché qui a fait qu'on a construit des routes? Alors, ce débat de causalité est extrêmement compliqué à dénouer, et on ne va pas le dénouer. Mais ce qui est certain, c'est que la ville, on a vu très très vite qu'elle était moteur de la croissance pour plusieurs raisons, parce que elle permet un partage des biens beaucoup plus facile. Elle permet un appariement des compétences entre les individus de façon plus efficace. Elle permet un échange d'informations beaucoup plus important. Et la productivité des centres urbains est extrêmement importante à cause de ces effets d'agglomération.
Sans ces effets d'agglomération, il n'y a pratiquement aucune infrastructure de transport qui serait rentable. La rentabilité du Grand Paris Express, c'est ces phénomènes-là. Donc, on peut toujours considérer qu'on pourrait mettre des trains, comme je l'entends souvent, des trains et des voitures partout dans tout le territoire, mais c'est là aux endroits où on a une densification des individus et des emplois et des industries que se crée la richesse et donc la capacité de produire des infrastructures de transport. Et pour vous donner une image pour ralentir, si c'était une vieille carte que j'ai, la moitié du PIB américain est produit dans les endroits orange. D'accord ? Vous devinez les noms des villes qui sont associées à ces endroits orange. Et ça, c'est une représentation de ce que j'ai appelé les effets d'agglomération. Quelle est la conséquence de ça ? Eh bien, un avantage considérable pour la voiture. Considérable, et qui va rester. Alors, la voiture ou le véhicule individuel, parce qu'il est... D'abord parce qu'il a été... son coût a fortement baissé pour les raisons tout à l'heure dont je vous ai parlé sur la technologie liée à la vitesse économique de la voiture, dont le chiffre que j'ai mis, c'est 100 km en 2022, avec une petite voiture, même au prix de l'essence actuellement, vous faisiez à peine 30 km en 1970. Donc le coût, la voiture a permis une démocratisation, une baisse du coût d'usage considérable. Elle est flexible. Je dirais même presque la fréquence, elle est infinie. Vous l'avez, alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais elle est devant chez vous, ou elle est à un parking pas très loin. Donc vous pouvez décider en permanence de la fréquence. Vous n'avez pas besoin de regarder les horaires de train pour aller à un endroit. Donc la voiture a de ce fait-là, et rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les fréquences, a un gros avantage. Le véhicule individuel est très fort. Et puis après, bon, tout à l'heure, je l'ai dit, elle répond à des nécessités. Si vous pensez partir souvent en vacances en voiture, eh bien, ça va dominer le choix du mode de transport. Bon, quelles ont été les conséquences de ça ? Eh bien, c'est une augmentation considérable de la mobilité, qui en plus, comme il y avait une baisse du coût de transport, eh bien, on a fait des villes de plus en plus étendues. Donc, on se retrouve avec cette situation. Et le revers de la médaille, c'est la congestion. C'est ce que les économistes appellent une externalité négative. Pourquoi elle est négative ? Parce que cette congestion, elle fait plusieurs choses. Premièrement, vous perdez votre temps. Et votre temps, c'est de l'argent, mais vous faites perdre, parce que vous participez à la congestion, vous faites perdre du temps aux autres. Et vous ne voulez pas payer le temps qu'ils perdent, bien entendu. Et en même temps, ces congestions, enfin simplement l'utilisation du réseau fait que vous polluez et vous ne voulez pas payer cette pollution. Donc, alors cette pollution et cette congestion ont un coût. Alors vous voyez sur ce tableau qui date d'un certain nombre d'années que
dans l'esprit, on pense beaucoup au changement climatique et on se dit le coût du climat va être important. En réalité, on voit bien que globalement, pour ce coût est important, mais individuellement, il n'est pas beaucoup plus important que le coût de la congestion. Sauf que le coût de la congestion peut monter à des niveaux considérables quand vous êtes dans un embouteillage. Et c'est pour ça qu'on a ces chiffres où on peut passer de 60 centimes par passager kilomètre à 240 euros par passager kilomètre. Donc les coûts de congestion sont importants. Alors je veux le rappeler parce que vous voyez qu'il va y avoir quelque chose là, il y a quelque chose à faire. Parce que la pollution, ça ne se voit pas, tandis que le temps qu'on perd dans les embouteillages, ça se voit. Donc, si on veut, on peut jouer là-dessus. On devrait pouvoir dire aux gens, attendez, peut-être qu'il faudrait trouver des solutions pour moins perdre de temps, vous et les autres, et du coup, moins polluer. Alors, il y a un problème de police de caractère, mais je pense qu'on voit. C'était une étude que j'avais faite sur Toulouse du coût de la congestion. Le coût de la congestion annuel pour Toulouse, c'est plus de 150 millions annuels. Et alors, ce qui est intéressant, surtout, c'est que tous les jours, le Toulousain est prêt à payer 1 euro. 1,07 € à cause de cette congestion. C'est-à-dire il est prêt à entrer dans les embouteillages plutôt qu'à payer le coût du transport public, prendre le métro, le bus à Toulouse, qui ne coûte en gros à un Toulousain 60 centimes. C'est quand même assez intéressant de voir ça. Et ça, c'est lié au simple fait que, au départ, pour éviter les ruptures de charge, parce que vous avez acheté déjà votre voiture, vous ne voulez pas changer d'un autre mode, vous êtes captif des modes de transport. Alors, il y a beaucoup de choses à dire qui a été dit ce matin. Je voudrais revenir plutôt à des solutions de la transition économique, de la transition énergétique. Donc revenir pas au long terme, mais à ce qu'on pourrait faire maintenant. Alors, une des choses dont on parle beaucoup, c'est des péages. Bon, ça marche. Il n'y a pas d'exemple où ça ne marche pas. C'est-à-dire que les péages, dans toutes les villes où ça a été pratiqué, ont fait baisser le trafic. Et alors, je ne rentre pas dans les détails, mais on peut imaginer des tas de choses. Si on fait des péages à des prix différents en fonction du moment de la journée, on peut arriver à des choses assez intéressantes sur le déplacement des pics de déplacement. Alors, il faut parfois les accompagner, bien entendu, d'une organisation un peu différente du travail. Mais en général, ce que l'on a vu, c'est que ça marchait. Alors pourquoi on ne l'applique pas? Pourquoi ça ne s'applique pas? Bien, tout simplement parce que c'est politiquement compliqué. Parce que tout le monde perçoit que, d'abord, si on ne change pas les transports publics tels que c'est, si on ne veut pas payer le péage, on est obligé de prendre les transports publics et donc on va accroître la congestion. Enfin, on va être encore plus serré dans le métro. Donc ça passe mal. Ce qui passe mal aussi, c'est qu'évidemment, c'est plus cher.
Ça fait des coûts supplémentaires. Et enfin, autre chose, c'est que ça change le prix du logement dans les zones où il y a le péage et les zones où il n'y a pas le péage. Et certains vont être pénalisés là-dedans. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui font que, a priori, il n'y a pas une acceptabilité rapide au péage. Alors, ce qui est bizarre, dans le même temps, c'est que on accepte de payer le parking. Alors, c'est étonnant, c'est qu'on est prêt à payer le parking pour quand on ne déplace pas, alors qu'on utilise très peu d'espace, alors qu'on pourrait le faire. Alors, il y a d'autres solutions, ce sont toutes les restrictions de circulation. Donc, on interdit les voies sur berge, on interdit le centre-ville, où on met des zones à faible émission qui dépendent soit de l'ancienneté du véhicule ou du type de carburant. Bon, en général, les coûts individuels sont beaucoup plus élevés que les bénéfices de ces techniques, et les effets sont relativement limités. Alors, on a fait des recherches, il y a beaucoup de résultats là-dessus, pour comparer, est-ce qu'il vaut mieux un péage où on paye ou des restrictions pour rentrer dans Paris. Alors, il est clair que le bien-être individuel est beaucoup plus affecté quand on fait un péage uniforme, un prix, que si on fait ces restrictions de circulation. Seulement, il y a une petite chose qui est différente, c'est que les restrictions de circulation n'apportent pas d'argent. C'est la différence. La différence, c'est que le péage, il va rapporter à la société l'argent, puisque le péage, c'est une taxe. Et donc, si on utilise cette taxe pour d'autres choses, développer les transports urbains, développer le vélo électrique ou je ne sais quel, on augmente le bien-être. Alors que les restrictions d'entrée ne rapportent rien, ne changent rien à l'usage. Bon, alors effectivement, on peut quand on bloque une rue, mettre des voies de circulation pour les vélos, mais en général, c'est très limité. Donc, le péage a beaucoup d'avantages, et alors il a d'autant plus d'efficacité s'il est personnalisé. Alors, personnalisé, c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vous payez ce que vous utilisez. Donc, plus vous l'utilisez, le transport, moins vous paierez. Donc, pour l'enjeu est donc un problème d'acceptabilité du péage. Donc, ce qui me paraît extrêmement important, c'est de viser un péage qui permette une compensation, donc investir dans les transports. Alors, il y a des problèmes de compensation avec le coût du logement, mais le péage, il sera acceptable s'il y a une compensation qui est faite. La deuxième chose, qui est très difficile à faire passer, c'est la détermination du péage. Il vaut mieux une large assiette avec un niveau très faible. Et je donne l'exemple. Avec 2 millions de déplacements par jour et 50 centimes au déplacement d'un péage de 50 par déplacement, ça rapporterait 200 millions
à Toulouse, vous voyez que c'était exactement le montant de la congestion. Les chiffres sont à peu près similaires pour Paris. On parle très facilement de lever par un péage autour de 1 milliard qui permettrait de financer beaucoup de choses. Alors, je vais aller très vite. Les autres solutions, c'est l'intermodalité. C'est ce qu'on appelle en jargon la mobilité as a service, en fait, c'est-à-dire l'intégration des modes de transport. Ça nécessite que les différents opérateurs se parlent entre eux, donc qu'il y ait un échange de données. Pour le moment, c'est quasiment, c'est vraiment au tout début. Et le problème de ça, c'est l'échange d'informations et l'information de données, c'est-à-dire, eh bien, savoir combien moi j'utilise de vélo, combien j'utilise de fois une voiture, combien je paye pour telle et telle activité, où je vais, etc. Celui qui a toutes les données là-dessus, c'est Google. Et le problème de cette intégration va être un problème industriel très important. Qui doit faire l'intégration des données? Qui doit gérer les données? Est-ce que ça doit être un service public ou est-ce que ça va rester dans les mains d'un certain nombre d'acteurs importants? Alors, je suis tout à fait favorable à l'idée de M. Lalonde tout à l'heure. On a regardé le vélo électrique a des capacités de développement fantastiques. On a vu que pendant le Covid, les gens étaient prêts à rouler beaucoup plus longtemps et beaucoup plus loin. Je prends 2 secondes encore, parce qu'il faut aborder le transport aérien. Le transport aérien est soumis à des droits à polluer. Qui vont être renforcés. Ce qui se passe là-dessus, c'est que ça fait augmenter le coût du kérosène, ça fait augmenter les prix des avions, le prix des billets d'avion. En général, les compagnies aériennes répercutent cette hausse à 100%. Ça a entraîné une baisse du trafic, surtout des baisses de fréquences. Mais ça n'a très peu changé les types d'avions pour le moment. Alors, la baisse du CO2 de l'aviation a été très forte grâce à ça. Et elle va continuer. On est à 4 ou 5% de baisse du CO2 de l'aviation. Il faut le savoir, par rapport à ce qui se dit sur l'avion. Alors, mais maintenant, compte tenu du fait que le transport aérien représente peu de choses, évidemment, l'effet est encore très, très marginal. Sur l'aérien, ce que je crois, et après avoir entendu ce qui s'est dit ce matin sur l'hydrogène, l'électricité et les biofuels, je vois 2 éléments, 2 possibilités. C'est surtout pour l'électricité des petits avions qui vont faire des petits déplacements sur des tout petits aéroports. Et on a une chance en France, mais c'est vrai aussi dans toute l'Europe, où on a beaucoup d'avions. Beaucoup de petits aéroports. Donc, ce qui va se passer très probablement, c'est un développement de la petite aviation, avec des petits avions sur les petits aéroports. Ça commence à se faire beaucoup dans les pays du Nord. L'autre chose qui me paraît, qui est pas à discuter, mais qui est très très importante et qui permettrait de gérer les traînées, etc., c'est une optimisation des réseaux et des profils de vol. Alors évidemment, on sait faire du point de vue ingénieur un vol qui consomme peu, mais le problème, c'est que si on arrive trop tard ou trop tôt, le passager est pas content. Et d'autre part, il y a des pénalités. Donc, ces questions-là d'optimisation ne peuvent se traiter
que par un travail de recherche entre les ingénieurs et les économistes. Voilà, donc moi, je vois comme solution à tout ça beaucoup d'innovation, donc de recherche, et de toute manière, une forme ou une autre de taxation pour entraîner des comportements de sobriété. Merci.